9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. Comment étiez-vous à l'âge de 14 ans? Que ressentiez-vous? Qu'aviez-vous en tête? Vos parents vous énervaient-ils? Rêviez-vous à l'amour, fleur bleue ou charnelle? Parce qu'elle a retrouvé le journal intime de ses 14 ans, la journaliste de 30 ans, Lucie Michaëlian, se confronte à la jeune fille qu'elle était. Elle le fait dans une série de podcasts produits par le studio Paradiso. Et elle est dans le Culture Média ce matin. Bonjour Lucie Michaëlian. Bonjour. Déjà 2 épisodes en ligne de votre série Mes 14 ans, enfin disons 3, car le 3e est annoncé aujourd'hui. Il vient de sortir, Il vient de sortir, il est posté. Et à chaque fois, mine de rien, c'est un pincement au cœur pour vous? Un petit peu, oui. Se révéler autant, ça fait un petit peu peur. Bah ouais, j'imagine. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous confrontez à celle que vous étiez à 14 ans. Lucie, comment c'est arrivé cette histoire? On raconte que la jeunesse, tout est la faute de punaises de lit. Exactement. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu des punaises de lit. Heureusement non. Ouais, je crois que c'est la pire chose qui puisse arriver. Peut-être pas, mais une des pires choses. Mes parents avaient eu des punaises de lit et du coup on avait dû tout congeler, l'intégralité de leur appartement, et puis après du coup tout remettre dans l'appartement comme une sorte de réemménagement. Et moi j'avais retrouvé ma chambre complètement réinstallée par mon père, et au milieu ce journal intime vraiment très facile d'accès qu'on peut ouvrir hyper facilement, et je m'étais dit mais mon Dieu, j'espère que mon père n'a pas ouvert ce journal intime. Et ça c'était vraiment ma hantise. Et donc, vous retombez sur ce journal intime, 16 années se sont écoulées. Vous y aviez repensé à cet objet et surtout à ce qu'il contenait? Ou alors c'était dans un coin comme ça de votre tête, de vos souvenirs? Ce journal intime, c'est le journal que je tenais quand j'avais 14 ans. On était donc en 2003, maintenant donc ça fait 17 ans. Et j'étais en 3e et c'est l'année où je perds ma virginité. Et du coup, il y a beaucoup de détails sexuels, mais de manière générale, de toutes mes premières fois, de toutes mes premières émotions. Et du coup, à chaque fois que je retombais dessus, j'avais envie de le jeter parce que j'avais tellement honte de ce que j'écrivais à cette époque-là que je me disais mais c'est pas possible d'avoir écrit des choses comme ça à 14 ans en fait. Alors visiblement la honte est passée parce que cet objet maintenant est sur la place publique. On va parler de ce podcast. Est-ce que quand vous le relisez, cette jeune personne qui a 14 ans, c'est vous, mais c'est peut-être plus vous. Quel regard portez-vous sur elle quand vous lisez comme ça, première impression? Du coup, j'ai plus honte, en effet, parce que je pense que là, j'ai 30 ans, et puis je suis certainement plus structurée aussi au niveau de tout ce qui est féminisme, etc. Et je pense que j'ai un regard plus tendre et plus bienveillant sur cette adolescente. Je suis moins dure avec elle. Je me dis pas, mais pourquoi t'as écrit ça? C'est horrible d'écrire ce genre de choses. Je me dis, t'as écrit ça certainement parce que à ce moment-là, tu ressentais des papillons dans le ventre, ou alors peut-être parce que tu subissais toutes les injonctions de la société. Enfin, je suis plus tendre avec cette personne qui, en fait, était une personne en construction et qui est moi, mais aussi est un peu une autre, en effet, quelqu'un que je réapprends à découvrir. Alors, d'où vient l'idée de vous confronter à vous-même et aussi d'où vient l'idée d'en faire un podcast? Parce que le podcast correspond bien à l'intimité? Je pense que le podcast, ça a cette vertu, en effet, de pouvoir plus se livrer parce qu'on ne subit pas le poids de la caméra. Et puis aussi, ce que j'aimais bien avec le podcast, c'est que pour raconter cette histoire très intime, c'est qu'on peut s'identifier plus facilement, en fait. On ne sait pas à quoi je ressemble, on ne sait pas quelle tête j'ai, quels vêtements je porte. On peut vous voir sur europe1.fr si on veut. Voilà, mais en tout cas, j'aime bien l'idée qu'on puisse se dire, moi j'étais pareil, ou moi j'étais pas pareil d'ailleurs. On n'est pas obligé de trouver qu'on est pareil, mais j'aime bien l'idée qu'on puisse se replonger dans cette époque-là aussi, parce que c'est une époque assez rigolote. Donc on est en 2003. Ouais. Donc pour ceux qui voient de quoi je parle, mais c'est les années MSN, c'est le début un peu de la technologie comme ça. Il y a tous ces petits bruitages qui font un peu Madeleine de Proust, qui nous replongent dans une époque que les trentenaires commencent un peu aussi en ce moment à investiguer et à essayer de raconter comment c'était. Mais 14 ans, on va écouter à quoi ça ressemble. 14 ans et une légère obsession sexuelle. Maman a toujours pas dit à papa que je voulais faire l'amour et je suis toujours pas allée chez le gynéco. Cela dit, je suis pas pressée. Mais personne ne comprend donc que c'est un sentiment sain. À 13 ou 14 ans, tout est un événement. Chaque étape qui mène à la première fois est importante. Et il y a une sorte d'ordre des choses que je me sens obligée de respecter. D'abord, je dois le dire à ma mère. Ensuite, elle doit le dire à mon père. Et enfin, je dois aller chez la gynéco pour demander la pilule.
Pourquoi est-ce que je suis ce plan avec autant de rigueur ? Pourquoi est-ce que j'ai intériorisé, sans jamais remettre en question, cette invasion complète de ma vie sexuelle ? Pourquoi faut-il que mon père soit au courant ? C'est à la fois très progressiste, avec ce côté 68 heures libéré, et en même temps très archaïque. 14 ans et cette obsession de le faire. À l'époque, si vous vous en souvenez, c'était davantage les hormones ou la représentation de ce que vous voyez dans les feuilletons de l'époque, ce que vous entendiez dans les chansons ? Je pense que c'était les hormones, en fait. Et c'est justement ça que j'essaye de montrer aussi dans ce podcast. Et il y a une phrase que je cite, que je m'auto-cite de mon journal. C'est un moment, j'ai écrit cette phrase que je trouve très mignonne et qui veut dire beaucoup. Je dis, mais personne ne comprend donc que c'est un sentiment sain. Et je pense que c'est un petit peu le fil rouge. C'est sain de vouloir faire l'amour. Pourquoi insistez-vous là-dessus ? Parce que je pense que le désir féminin, ça a souvent été relégué au second plan, comme si c'était un peu secondaire comparé au désir masculin, qui était plus facile d'approche, qui était on a souvent dit quand même, maintenant on le dit moins, mais que les hommes avaient des besoins, contrairement aux femmes. L'orgasme féminin, le clitoris, c'est souvent quelque chose dont on a peu parlé. Et je pense que moi, j'avais naturellement, mais comme beaucoup d'autres filles, mais qui le disaient peut-être moins, cette envie d'aller au bout de mes désirs et d'en parler et d'essayer de faire ça bien, et voilà. Et bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. On n'est pas tous obligés de faire ça. Non, on est obligé de rien. Et quand on n'est pas obligé, d'ailleurs, c'est plutôt mieux. Un jour, sur une page de votre journal intime, le journal intime de vos 14 ans, Lucie, il est écrit « Je l'ai fait avec des petites fleurs ». Quelle date ? C'était le 19 novembre 2003. Et forcément, je vais vous demander si c'était bien, parce que c'est ça l'intime. On rentre dans votre vie, on se croit tout permis. À tout de suite. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. Mes 14 ans est un podcast signé Lucie Mécaillian. C'est aussi un compte Instagram avec capture photo des pages de votre journal intime. Vous l'avez apporté d'ailleurs, hein. Il est lourd, hein, quand même. Il est très chargé, gros. Hein. Il est très, très gros. C'est sur Instagram que vous recevez les réactions, le plus de réactions ? Oui, sur Instagram, je reçois beaucoup de réactions positives, justement de femmes, mais aussi de garçons, de filles, de garçons, qui sont souvent super déjà gentils, mais aussi qui parlent de leur propre désir et du fait que ça leur fait du bien d'écouter une parole sur ce désir un peu décomplexé, ou voilà, pour briser les tabous et casser peut-être un peu le mythe aussi de la jeune fille. Et après, il y a les commentaires négatifs aussi, mais c'est pas trop sur mon Instagram. Ouais, et pour les négatifs, c'est sur Twitter. Oui, c'est sur Twitter, mais c'est quel genre ? En fait, c'est beaucoup de garçons, on va pas se mentir, qui sont fâchés, qui trouvent que je suis trop décomplexée, peut-être aussi. C'est beaucoup de commentaires négatifs sur mes propos, en fait, et sur l'âge que j'avais à l'époque où j'écrivais ce que j'écrivais à 14 ans. Mais en fait, moi, je m'en fiche un peu des commentaires négatifs parce que je trouve que justement, ça montre encore plus l'utilité de ce podcast, qui est justement de montrer qu'il y a encore énormément de tabous sur la parole féminine et sur la libération du désir, etc. Et justement, je trouve que ça montre encore plus l'utilité du podcast. Vous, mine de rien, c'est votre intimité adolescente, hein, qui est exposée. Il n'y a pas eu des moments où vous avez paniqué, sans jeu de mots, paniqué. Oui, j'ai un peu paniqué. Je pense que quand j'ai reçu les commentaires Twitter, il y a un moment où je me suis dit, mais pourquoi je fais ça, en fait ? Et puis après, je me suis dit, écoute, assume. Et puis c'est bien. Finalement, je pense que ça a surtout réveillé les angoisses masculines, puisqu'on a beaucoup justement bridé, contrôlé nos corps, nos pensées pendant beaucoup d'années. Et je me dis, si ça fait encore un petit peu mal aux hommes, tant pis. Et puis je le vis plus comme... Voilà, j'ai l'impression que c'est beaucoup de solitude qui se rencontre un petit peu sur Twitter parfois aussi. Les hommes, d'un côté, les femmes de l'autre, on sent ça dans vos propos, non ? Alors, moi, je le pense pas du tout, puisque justement, je reçois beaucoup de commentaires positifs d'hommes, mais sur Twitter, il faut avouer quand même que les commentaires les plus négatifs et les plus violents sont venus d'hommes. Après, je les ai pas tous lus parce que je suis pas maso. Non, il faut pas. Mais et après, il y a aussi des femmes qui disent que si c'est pas bien ce que je dis, mais je trouve que c'est plus les femmes étaient plutôt celles qui prenaient ma défense entre guillemets. Et ceux qui sont victimes de ce que j'appellerais une atteinte collatérale, c'est-à-dire ceux dont vous parlez dans votre journal intime, puisque vous en parliez à l'époque, est-ce que ça vous pose question ?
Alors ça m'a beaucoup posé question, j'ai à peu près parlé à tout le monde avant de commencer ce podcast et donc les 2 amoureux principaux de cette année-là ont accepté de participer puisqu'ils sont interviewés aussi, puisqu'en fait dans ce journal je me raconte moi mais je mène une sorte d'enquête aussi sur cette année-là et du coup je m'interroge moi mais j'interroge aussi les autres, donc j'interroge ma mère, mes amis de l'époque et du coup c'est les 2 garçons avec qui j'ai eu des histoires assez fortes cette année-là et qui ont été super sympas de m'accorder du temps et qui l'ont bien vécu parce que eux aussi en fait finalement ils ont bien aimé cette introspection là sur qui ils étaient à cet âge-là et leur masculinité aussi à eux. Mais il fallait le consentement de tout le monde. Exactement. Vos parents, exemple, vous dites mes parents ne dorment pas ensemble. Alors, mon père est décédé depuis... Non, mais il n'y a pas de souci. Donc lui, je ne saurais jamais ce qu'il en a pensé, mais je suis sûre qu'il aurait été très content que je m'accomplisse. Donc voilà. Mais sinon, ma mère, ça a été tout un débat au début, puisque pas un débat, je lui ai dit que j'allais le faire quoi qu'il arrivait. Mais elle, au début, oui, en effet, elle se disait, mais tu vas raconter ma vie. Et d'ailleurs, ce passage-là, elle m'en a parlé. Elle m'a dit quand même, c'est un peu intime. Et après, je lui ai dit que l'idée, c'était de raconter quelque chose qui dépassait quand même son histoire. Oui, ils ne se sentent pas dépossédés. Enfin, c'est pas senti dépossédé. Alors, le procédé dont on n'a pas encore parlé, 2 voix, je crois que c'est une comédienne qui lit vos écrits de 14 ans. Qui s'appelle Marie Narbonne. Et c'est vous qui les commentez. Exactement. C'est vous qui avez pensé à ça ou... Oui, on en a discuté ensemble avec le studio Paradiso qui produit le podcast et notamment Jeanne Boisec et Louis Daboussi qui m'ont produit. Donc je tiens à les remercier. Mais oui, on a discuté de ça ensemble. On s'est dit que la meilleure manière de faire dialoguer. En fait, l'idée, c'était vraiment un dialogue avec moi-même. Et quoi de mieux que d'avoir la voix de mon journal intime et puis moi qui essaye de comprendre, de déconstruire en fait qui j'étais. Lucie, est-ce que vous pensez qu'avoir eu 14 ans au début des années 2000 est très différent du fait d'avoir 14 ans, disons, aujourd'hui, ou alors peut-être que les fondamentaux, à l'aube d'une vie, transcendent les époques? Qu'en pensez-vous? Je pense que l'adolescence est assez universelle. Je pense évidemment, d'un point de vue de française, je ne pense pas que l'adolescence partout dans le monde soit la même, mais en tout cas, je pense que c'est assez universel et que oui, il y a les détails nostalgiques des années 2000 qui rythment le podcast, mais je pense que tout le monde peut s'y retrouver. D'ailleurs, je reçois aussi des commentaires et des messages de jeunes ados d'aujourd'hui qui, en fait, sont super contents parce que eux aussi, ça les interroge sur leur adolescence d'aujourd'hui. Et alors, vos collègues de C'est Politique, l'émission de France 5 où vous travaillez, vous regardent différemment maintenant? Alors, je viens de la quitter, donc du coup... Mais il n'y a pas de rapport. Non, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Non, mais tout le monde est très content. Franchement, je me révèle, mais j'ai l'impression que partager son expérience, ça permet de mieux nous comprendre, de mieux comprendre les autres. Après, moi, je suis féministe quand même, et j'ai un peu l'impression... Enfin, j'ai toujours pensé que l'intime, c'était aussi politique et que le privé avait sa place dans l'espace public, justement, et c'est ce que j'essaye de faire. Voilà. C'est quoi féministe quand même? Alors féministe quand même, ça veut dire que en effet, ce podcast, il a une petite teinte légèrement coloré féministe. Et alors cette première fois, c'était bien? Non, ne me répondez pas. Mes 14 ans, série de podcasts signée Lucie Michaëlian, on la trouve où cette série? Partout. Deezer, Spotify, Apple Podcast. Et le compte Instagram? Mes 14 ans. @mes 14 ans. Mes 14 ans. Merci beaucoup d'être passé par Culture Média.